RFI et France 24 présentent Radio Foot International, le Café des Sports, Annie Gasnier. Bonjour à tous et merci d'être au rendez-vous du Café des Sports, rendez-vous hebdomadaire. Nous sommes revenus de notre petit tour au pays de la Cannes et vraisemblablement le studio a été bien gardé, pas trop chauffé mais assez bien gardé par nos amis restés eux en France. Bonjour Rémi Ngono. Bonjour, et c'est vrai, on avait très chaud mais en même temps très froid parce qu'il y avait des actions qui parfois ça te faisait juste vibrer. Et d'autres, c'était des frissons. Ah oui, c'est des frissons. Et pas des bons frissons. Peut-être des bonnes ondes quand même. Bonjour Xavier Barret. Bonjour Annie, bonjour à tous. Tout va bien? Ça va, impeccable. Vous êtes un peu petit aujourd'hui, mais c'est très drôle. Bonjour Ludovic Duchesne. Salut Annie, bonjour à tous. Merci d'être là et merci d'avoir suivi avec assiduité cette compétition, cette 34e Cannes, autant que nous d'ailleurs. Bonjour Frédéric Suto. Bonjour Annie, bonjour autant tout que le les monde. auditeurs. Là ils sont là et quelques messages déjà. Souleymane Balabamba, il est à Sangaré Apita en Guinée-Conakry. Bonjour à toute l'équipe du Café des Sports. Et puis Delphin Tabaroucha, j'aime Radio Foot avec des émojis, là, des fleurs, des cœurs. J'aime Annie Gasnier, j'aime Rémi Ngono, j'aime Xavier Barret. Alors pour nous Ludo, il n'y a rien. On est moins connus. C'est toi le polygamiste. Non mais Ludo, il faut que les gens apprennent à le connaître. On nous a mis cette semaine qu'on était la meilleure émission du monde et vous ne pouvez pas savoir ce que ça nous a fait comme bien de lire ce genre de nouvelles. Alors dans les débats du jour, évidemment, la Cannes avec ce si joli trophée doré de la Coupe d'Afrique des Nations africaines. Au solide ira-t-il ce joli trophée au solide Super Eagles du Nigeria, emmené par leur star Victor Osimhen à la recherche de leur 4e étoile continentale, ou bien les éléphants de Côte d'Ivoire, miraculés de cette compétition et dopés par un incroyable mental, par leur public aussi, qui réclame la 3e étoile. Le suspense durera jusqu'à dimanche soir. La petite finale opposera les Bafana d'Afrique du Sud aux Léopards de la RDC. Une opportunité peut-être pour les Congolais de confirmer, eux qui étaient si déçus d'être éliminés, de confirmer les belles choses vues durant cette compétition. Match au sommet d'un championnat, celui d'Espagne. Et oui, on retourne à nos affaires européennes. Le premier reçoit le deuxième, c'est-à-dire qu'en cette 24e journée, le Real Madrid reçoit Girona. Est-ce le tournant de la Liga? Eh bien, nous en parlerons et puis il y aura vos cartons et les nôtres. Au générique de cette émission, David Finzel m'a aidé à préparer l'émission avec Diego Tenorio. Et puis, Souel Kedir et Yann Bourdela sont là pour les moyens vidéo. Le Café des Sports, les débats sont ouverts. L'aigle royal est l'un des plus grands rapaces du monde. L'aigle royal a l'avantage de la vitesse. Mais l'éléphant est le plus gros mammifère terrestre. Round 2, fight. Le jour de gloire est arrivé dimanche soir. Ce sera dimanche, le jour de gloire, bien sûr. Dans l'énorme stade d'Ebimpe, là, cette cathédrale du foot, le vainqueur de la 34e Cannes sera couronné champion d'Afrique. Et ce vainqueur recevra un trophée à conserver dans l'armoire. Alors, un temps un peu moins long que d'autres, on l'a noté parce qu'une autre compétition continentale, une autre Cannes, est annoncée pour l'été 2025. En tout cas, pour l'instant, pour l'été 2025, on verra si ça se déroule vraiment à ce moment-là. Les Super Eagles ou les éléphants seront récompensés. En tout cas, cette finale n'est sans doute pas celle qu'on avait imaginée au début de la compétition, quand il y a eu le coup d'envoi le samedi 13 janvier dernier. Mais c'est une belle affiche. Et Rémi, est-ce que c'est une affiche rêvée? Très rêvée. Par vous? Oui. Moi, de toutes les façons, je m'étais déjà... Et tout un chacun pouvait me contredire. Je disais que la Côte d'Ivoire avait le meilleur milieu de terrain
de cette CAN. C'est vrai. Et je disais déjà que Avec, tous cuisinent, justement. Oui, avec le Mali, c'est ce que vous disiez. Voilà. Et ce qu'on dit en Et général. par la suite, on savait que l'équipe du Nigeria avait beaucoup déçu lors de la dernière CAN, alors qu'elle avait toutes les individualités et qu'elle devait aller quelque part. Je crois qu'elle a appris par son passé. Et quand on essaie aussi de regarder, quand même, ce pas des équipes qui se retrouvent là sans une médaille. Le Nigeria, ça fait quand même la 16e demi-finale, ce qui signifie que c'est une équipe qui est régulière. Et la Côte d'Ivoire également, même si aujourd'hui, on peut se dire que c'est 2 étoiles, mais c'est une équipe qui est très régulière au niveau des participations et qui a un effectif digne de ce nom. Pour moi, cette finale est une finale de rêve entre l'Afrique francophone et l'Afrique anglophone. Oui, c'est vrai, 2 représentants. Alors, c'est la 5e finale pour la Côte d'Ivoire et c'est la 8e pour le Nigeria. Xavier Barret. Je crois que c'est la 4e fois, peut-être même la 5e, que 2 équipes qui se sont rencontrées au premier tour, 5e fois. ce 5e, voilà, se retrouvent en finale. Et ce qui rehausse en fait le niveau de ce groupe A et quelque part qui atténue la défaite de la Côte d'Ivoire lors de ce match contre le Nigeria au premier tour. Parce qu'ils étaient dans un groupe finalement très relevé, puisque les 2 des 3 qualifiés se retrouvent en finale. Donc c'est quand même On peut le voir comme ça. Oui, non, mais c'est un élément. Qui est allé en quart. Exactement. Donc ça démontre qu'en fait, quelque part, ce premier. On avait dit qu'il y avait 2 groupes de la mort. Il y avait effectivement celui du Sénégal et du Cameroun, et puis il y avait celui-là. Et celui-là était clairement un groupe de la mort, puisque eh bien, vous retrouvez quand même... Au départ, on ne pensait pas que ce serait un groupe de la mort, honnêtement. Alors peut-être vous, mais je ne me souviens pas qu'on ait dit que le groupe A était le groupe de la mort. Côte d'Ivoire, Nigeria déjà dans le même groupe, je me souviens de l'émission oui, mais juste comme il y a avant. 2 qualifiés, on ne pensait pas que c'était un groupe de la mort. Le problème, c'est quand il y en a 3 des Oui, grosses là, en équipes. l'occurrence, il y en avait 3, mais bon, la Guinée équatoriale avait aussi quelques atouts en sa faveur. Donc, à l'arrivée, on se retrouvait avec un groupe, effectivement, très, très dense, très relevé. Et avec ce faux pas que moi, je craignais d'ailleurs pour les éléphants, contre le Nigeria dès le 2e match, qui les a mis sous pression pour le 3e, où ils sont passés à travers. Donc, ils ont ressuscité, ils sont en finale, et je trouve que cette capacité de résurrection des éléphants dans cette compétition est assez extraordinaire et totalement porteuse pour moi des grands espoirs pour la Côte d'Ivoire. Ludovic, en plus, on peut se dire une chose, c'est que c'est vrai que c'est toujours important quand le pays organisateur finalement va jusqu'au bout, alors que ce soit une Coupe du Monde, que ce soit un Euro, que ce soit la CAN, parce qu'il y a aussi le contexte de cette compétition qui peut être porteur, et puis les stades plus remplis. Là, on l'a tous dit, on en parlera plus tard, que c'était une bonne cuvée, on va dire, cette compétition, mais ça aide que le pays fasse ses 7 matchs. Oui, on l'a vu même sur les autres matchs, quand la Côte d'Ivoire jouait, c'était pas la même ambiance, même je parle des autres stades, à l'heure où cette équipe pouvait jouer, et les quelques jours où on a pensé qu'ils étaient éliminés après la désillusion contre la Guinée équatoriale, c'était déjà plus la même ambiance dans cette compétition. J'espère pour eux qu'il y avait un caméraman à l'intérieur qui a pu filmer cette compétition, parce que... Les pleurs d'abord. Je trouve que c'est dingue, et le fait de changer comme ça de sélectionneur en pleine compétition, ça reste unique. C'est juste incroyable. Oh, c'est déjà arrivé. Mais non, attends, laisse-moi finir. Ouais. Je ne crois pas déjà. Kasperzak, à l'époque, il était parti de son plein gré, donc ça n'était pas... C'est un coup de poker, mais ça a marché. Ça n'était pas arrivé, et il faut dire que c'était l'adjoint, donc il était adjoint de cette équipe. Donc c'est complètement fou d'avoir désavoué quelqu'un, même si une partie de ce crédit lui revient à Jean-Louis Gasset, puisqu'évidemment, tout n'a pas été changé. On a changé quelques hommes. Ah oui, c'est lui qui a fait la sélection, mais il a changé tout le reste quand même, Emers Faé, et puis il a donné une autre dynamique. Après, c'est vrai que, et on en a déjà parlé, lui, il avait peut-être compté sur 2 attaquants qui, au départ, étaient tous les 2 blessés et ne sont pas beaucoup intervenus. Il a fait des choix qui se sont révélés payants jusqu'au bout, comme Sébastien Haller, qui était blessé en arrivant. Donc ça a payé. Et donc, c'est finalement une belle histoire. C'est une équipe qui est totalement miraculée. En tout cas, Frédéric, malheureusement, ce qu'on peut se dire aussi, et ça arrive si rarement, c'est que des équipes qui n'ont encore aucune étoile, qui ne sont pas des super équipes. Par exemple, c'est vrai que le Sénégal, quand ils arrivent en finale, ils n'ont encore aucune étoile. Mais on sentait qu'il y avait un élan autour de cette équipe sénégalaise qui avait d'abord fait une finale perdu une avant de disputer l'autre en peu de temps. Le Cap-Vert qui nous avait enchanté, la Guinée équatoriale, voire l'Angola. Malheureusement, il y a encore des stades que les petites équipes ont encore du mal. C'est la loi du sport de haut niveau. Hein. Regardez la Coupe du Monde de foot. C'est un peu le même scénario. La Ligue des Champions, n'en parlons pas. Il y a des surprises du premier tour, les 8e. On va un peu plus loin, comme le Maroc, c'est incroyable en demi-finale. Mais à l'arrivée,
ce sont les mêmes qui gagnent. C'est vrai pour la Coupe du Monde, pour un Euro, et c'est vrai également pour la Coupe d'Afrique des Nations. Mais c'est en ça que c'est aussi une finale de rêve. Je suis tout à fait d'accord avec toi. On a envie de retrouver ces grosses équipes. C'est vrai pour la Coupe du Monde, ce que tu dis, Fred, mais pas pour l'Euro, pas pour la CAN. La CAN, il y a la Zambie. Gagné, voilà. La Zambie qui est venue mettre son nom au palmarès il y a 10 ans. À l'Euro, il y a eu la Grèce, il y a eu le Danemark. Donc Zambie, au contraire, on s'aperçoit que dans les compétitions continentales, justement, on a la possibilité d'avoir des nouveaux pays, alors que sous l'égide de la FIFA, la Coupe du Monde, ça n'arrive qu'exceptionnellement. C'est arrivé avec l'Espagne, mais sinon, vous avez toujours les 5 ou 6 même, 8 au total, qui arrivent dans le palmarès. Je ne voulais pas dire que c'était impossible. Ce que je voulais dire, c'est qu'une fois de plus, c'est difficile. Oui, évidemment comme dans toutes les compétitions, mais vous avez, on rappelait la Zambie, le Sénégal aussi. Ça, vous avez sur la dernière décennie, à la CAN, vous avez 2 nouveaux au palmarès. Donc, on ne peut pas dire que c'est impossible. Il y a justement cette dynamique du football africain qui permet... Non, mais c'est important de le préciser. Moi, j'avais entendu les propos de Fred que, effectivement, au contraire, le palmarès de la CAN et le palmarès de l'Euro non plus ne sont pas sclérosés, réservés aux grands pays. Au contraire, il y a une vraie dynamique qui fait que la concurrence s'étoffe et qu'il y a des nouveaux lauréats. Il y a une chose qui ne s'achète pas, c'est l'expérience. Et par exemple, moi, je repense au Cap-Vert, qui a été mon vrai coup de cœur pendant cette compétition. Les requins bleus ont brillé notamment lors du premier tour. Dès qu'on est arrivé dans la phase finale, ça a été un petit peu plus compliqué. Et ils sont en partie raté leur dernier match. C'était contre l'Afrique du Sud, je crois. En quart et ils perdent au tir au but, c'est ça. Donc voilà, il y a quand même ce facteur qui, à un moment donné, va faire la différence. Quand on prend ces grosses équipes que sont le Nigeria ou la Côte d'Ivoire, c'est des joueurs qui ont un peu plus l'habitude de jouer des grandes compétitions. Une anecdote en tout cas qui a été racontée, je crois, par l'entraîneur des Ivoiriens lui-même, Emers Faé. Il a été champion du monde des moins de 17 ans. C'était en 2001 et dans ce tournoi, ils avaient perdu leur premier match contre le Nigeria pour gagner la finale contre le Nigeria. Alors, il faut préciser avec l'équipe de France, Annie, puisque Emers Faé a remporté ce tournoi, la Coupe du Monde des 17 ans, sous le maillot bleu, avec l'équipe de France, où il y avait dans cette génération Sinama Pongol et Anthony Le Tallec. Effectivement, et cette génération des 17 ans, français... parce qu'il est né à Nantes, Emers Faé. Donc, n'a donné qu'un seul international français, donc... Florent Sinama Pongol, et en revanche 5 internationaux africains, dont Emers Faé qui a joué pour la Côte d'Ivoire. On a un auditeur qui interpelle Rémi Bini Yao Moïse. Il nous dit: Monsieur Rémi Ngono avait prédit la défaite des éléphants, mais nous sommes en finale. Comme le dit un proverbe africain, il faut avoir peur d'un revenant. Non, je n'avais pas, autrement dit, je n'aurais pas dès le début fait de la Côte d'Ivoire. Par exemple, un favori, le Nigeria. Bon, il faut se dire que le Nigeria également est passé quand même. C'était pas le grand match, même si on a dit que c'était quelque chose. Mais pour la première fois, on a vu que cette équipe du Nigeria se faisait prendre par derrière. C'est-à-dire que même s'ils n'ont pas beaucoup encaissé, mais Troustekhan, on a vu qu'il était quand même un peu camion quand il faut aller à la vitesse. On a vu que Bassé également, il faisait presque... il était en altitude basse. Chaque fois qu'on lançait une balle dans son dos. 90 quand même. Donc pour moi, non, mais attendez, on lançait dans le dos, c'est-à-dire au niveau de la course, au niveau de la vitesse. C'est-à-dire que c'est ce que Eric Guéret a eu à travailler. C'est-à-dire qu'il a vu que le milieu de terrain du Nigeria était très bon. C'est-à-dire que vous aviez, par exemple, Iwobi, qui est là depuis, et qui gérait tout. Et après, ils se sont dit, nous sautons. Et nous les attaquons directement dans le côté qui est faible. Moi, j'aurais voulu venir sur... vous avez fait allusion à ces équipes qui se retrouvent en finale alors qu'elles se sont rencontrées en phase de poule. Il se trouve que la Côte d'Ivoire a perdu. C'était une des 2 défaites de groupe. Elle a perdu 1-0, ce qui est quand même sur un petit score. Mais est-ce que ça a une influence sur la rencontre de la finale? Est-ce qu'il y a un esprit de revanche qui va primer du côté de l'équipe de Côte d'Ivoire, ou est-ce qu'il y a peut-être un excès de confiance en voulant être prudente, mais du côté du Nigeria? Ce ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire que celle qui a perdu. C'est vrai. Ce ne sera pas la même équipe. Déjà, il y aura Sébastien Haller qui n'avait pas pu jouer lors des matchs du premier tour. On verra au milieu, peut-être Adingra, on verra au milieu de terrain si Jean-Michel Seri, qui n'avait pas joué non plus au premier tour, sera à nouveau titulaire. Donc, ce ne sera pas la même équipe de Côte d'Ivoire. Et en revanche, ce sera une équipe
qui aura intégré le système de jeu du Nigeria. Parce qu'il ne faut pas oublier que le Nigeria a changé de système de jeu entre le premier et le deuxième match. Ils sont passés avec cette défense à 3, en mettant Kelvin Bassey à côté de Trostekong et de Ahadija, l'autre défenseur central. Et du coup, ils se sont retrouvés face à un mur. Adjaya, pardon. Ils se sont retrouvés face à un mur qui n'était pas au premier match où le Nigeria avait fait match nul. Donc du coup, la Côte d'Ivoire est pour moi doublement mieux préparée. D'abord, elle aura son atout offensif numéro 1, Sébastien Haller, et elle saura comment joue le Nigeria. Non, mais je crois que ça n'a rien à voir, puisque je pense qu'à l'intérieur de cette équipe de Côte d'Ivoire, il doit y avoir un sentiment incroyable. Je pense qu'ils sont en mission, ils ont vécu des choses. Osimhen, il vous dit la même chose, qu'il est en mission. Ouais, mais eux l'ont vécu. Ils étaient dehors pendant plusieurs minutes, pendant plusieurs jours. Ils étaient éliminés. Ils sont revenus dans le temps additionnel de plein de matchs. Ils sont revenus par la fenêtre. C'est vraiment une équipe je pense, qui a tout vécu. Ils ont un sélectionneur qui a été viré. J'y reviens. C'est fondamental dans cette équipe. Donc je pense qu'il y a quelque chose qui est plus fort que le football. Ils marchent plus au mental qu'au football. Je pense qu'ils sont vraiment. Ils sont en mission. Moi, je pense que vraiment, ça n'a rien à voir avec la défaite. Xavier l'a dit, je pense qu'il y a plusieurs joueurs qui n'étaient pas là en plus. Et l'état d'esprit ne va pas être du tout le même. Rémi ? Je suis d'accord avec toi sur l'état d'esprit. En 92, justement, la Côte d'Ivoire remporte avec la défense à 3. Et regardez le premier match, à part la victoire qu'ils ont obtenue contre l'Algérie 3-0, ils ont primé, ils ont souffert. Et c'est là où tu sais quand même que les Ivoiriens savent souffrir. Parce que d'ailleurs, la Zambie, c'est toujours à la 94e minute. Et regardez comment ils ont gagné les derniers matchs. C'est toujours au moment où ils sont presque à bout. Contre le Cameroun, c'est au tir au but. Ils ont souffert, mais ils sont allés jusqu'au bout. Et finalement, c'est pour ça que je dis que cette équipe de Côte d'Ivoire est très, très dangereuse. Déjà, il faut savoir qu'au match aller, non seulement la défense avait un peu failli parce que c'est sur un penalty. Le Nigeria n'a cadré qu'une seule fois. La Côte d'Ivoire a tiré 14 fois. Le Nigeria a eu 39% de possession. Oui, mais Rémi, au final, l'impact... C'est un penalty. Je rejoins Rémi Ngono. Pour une fois, je suis d'accord avec lui. C'est un penalty. Le profil de ce match, c'est un penalty litigieux d'ailleurs. Oui, pas flagrant, pas flagrant. Oui. Et en 94 déjà, rappelez-vous, parce qu'il y a une double revanche. Je ne me rappelle pas, Rémi. En 94, par exemple, pour la Coupe du Monde, encore là, les Ivoiriens ont beaucoup pleuré. Pourquoi? Parce que ça a été quelque chose de très grave. Ils rencontrent la génération dorée du Nigeria. On s'est dit, le Nigeria va écraser les éléphants, mais qu'est-ce qui s'est passé? Parce qu'à cette époque, ils avaient les Okocha, ils avaient les Finidi, et il y avait bien sûr Yekini qui marquait les buts. Mais qu'est-ce qui s'est passé? La Côte d'Ivoire à Abidjan a battu le Nigeria 2-1. Et d'ailleurs, la Côte d'Ivoire devait même aller à la Coupe du Monde, sauf qu'il y a eu un match arrangé entre le Nigeria et l'Algérie qui s'est soldé par un but partout. Pour moi, un éléphant devant les aigles, j'aimerais bien voir, peut-être c'est dans le film fiction, mais il y a un proverbe africain qui dit « La patte d'un éléphant écrase le bec d'un aigle ». Et des pronostics là, qui tombent en cascade, donc des scores 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Il y a beaucoup quand même de supporters ivoiriens. Epifano Vargas, la Côte d'Ivoire, ou rien, dimanche, victoire et 3 étoiles. Frédéric, parlons quand même des attaquants. Des deux phares un peu de cette équipe, parce que c'est à la fois deux attaquants qui sont de pointe et qui sont théoriquement très doués, mais qui n'ont pas énormément marqué, parce qu'il n'a pas beaucoup joué, l'autre parce qu'il est très altruiste. Mais il y a Victor Osimhen désigné le meilleur joueur africain de la saison dernière, qui est là et il le dit, il a dit à l'AFP, si je gagne la CAN, alors j'aurai tout réussi. Et puis de l'autre côté, on a Haller qui était attendu, qui arrive blessé, mais quand il rentre, petit à petit, un peu pendant le match du Sénégal, un peu plus pour le deuxième match, et là, c'est lui qui marque ce fameux but un peu dingue. Est-ce que c'est les deux hommes qui vont changer le match ? Sébastien Haller, on en a un petit peu parlé, là il monte en puissance, mais Victor Osimhen, il y a eu cette demi-finale où il était un peu incertain, touché aux abdominaux, il est arrivé à Boaké un jour après tout le monde pour se soigner au mieux à Abidjan. Donc, mais il a fait cette et il n'a pas fait un match incroyable en demi-finale, alors que 8e, quart, là c'est lui qui portait l'équipe. Mais il ne voulait pas sortir, il est sorti très tard. Et donc moi je pense que là, sur la finale, on peut s'attendre à voir du grand Victor Osimhen. Il n'a pas marqué en match d'élimination directe. Non, il y a eu deux buts annulés. C'est lui qui porte son équipe. Je vais te dire. Il porte son équipe, c'est vrai. Mais devant qui?
devant Speedy Gonzalez. C'est-à-dire notre grand défenseur, Speedy Gonzalez, parce que je n'aime pas l'appeler Omar Gonzalez. Je l'appelle Speedy Gonzalez comme ça. Là. Mais il aura un adversaire. C'est-à-dire que quand vous regardez, il y a... Et c'est pour ça d'ailleurs que je supporte cette équipe de Côte d'Ivoire à 100%. Parce qu'il y a un Camerounais qui est dans la défense, Ndika. Evan Ndika. C'est 1m92. Et ce gars, il est fort au corps à corps. Il est physiquement impressionnant. Et aussi, il faut savoir que Haller aura un autre problème. C'est-à-dire que sur des phases... Osimhen aura un autre problème, un vrai concurrent. C'est-à-dire que sur les phases arrêtées, il est très important pour le Nigeria. Or, à l'air également, il est très important pour la Côte d'Ivoire. Ce qui signifie que le Nigeria dominait les équipes sur le plan athlétique, sur le plan de la taille, mais la Côte d'Ivoire a du répondant. Il y en a un qui n'a pas joué, pratiquement, c'est Haller. Et quand il a joué, il a marqué, parce que de toute façon, il a fait ça toute sa vie. Il a marqué des buts. Et il y en a un qui a été quand même pas toute sa vie. Quand même, hein. Pratiquement toute sa vie, depuis qu'il est jeune, et même à Auxerre et en équipe de France Espoir. Je peux te dire qu'il a des statistiques impressionnantes. Donc, moi, je dis toute sa vie. Et un autre, moi, je pense qu'il a fait une Coupe d'Afrique des Nations très moyenne. Il n'a pas marqué dans les matchs à élimination directe. Alors, je pense que le trio avec Lookman et Simon... pas, mais par contre, il est d'une présence incroyable sur les défenses. C'est un super joueur. Mais, il fait des leurres devant les buts, il a été très maladroit. Il fait des passes décisives. Énormément. Oui, mais ça d'accord. Heureusement qu'il... C'est vrai, il a raté 4. Heureusement qu'il arrive à être décisif, mais il a été très maladroit sur certains matchs, et notamment contre la Guinée équatoriale, le premier match. S'il n'est pas maladroit, il le gagne parce qu'il le domine, notamment en deuxième période, et il n'y a rien à dire sur ce match. Mais je trouve qu'il n'a pas eu du tout l'influence qu'on pouvait attendre de ce type de joueur. Xavier, est-ce qu'entre ces deux équipes, en dehors de ces deux personnages, on a une opposition de style ? Oui, clairement. La Côte d'Ivoire prend le jeu à son compte. Elle a la domination, la possession du ballon dans pratiquement tous les matchs, même si elle n'a pas eu les résultats escomptés, alors que le Nigeria joue le football de contre. Il s'appuie sur cette défense à 5 extrêmement athlétique, avec ses 3 Golgoth dans l'axe à plus d'1m90. Un peu lent des fois, les Golgoth, là, contre l'Afrique du Sud. Exactement. Et puis après, des milieux de terrain très actifs, Onyeka et Iwobi, et puis devant 3 flèches. Donc, effectivement, là, je rejoins Rémi Ngono. On est d'accord sur beaucoup de choses aujourd'hui. Non, mais je rejoins Rémi Ngono sur le fait que si on regarde le Nigeria, effectivement, si on regarde effectivement le parcours du Nigeria pour arriver jusqu'à cette finale, Guinée-Bissau, Cameroun, Angola, il a finalement pas eu des adversaires très costauds dans le défi athlétique, et la Côte d'Ivoire est sûrement l'adversaire qui est le mieux armé à ce niveau-là pour leur faire face. Et donc, moi, je rejoins Rémi, je suis aussi pour que les éléphants gagnent, parce que je trouve que dans le jeu, ils proposent plus de choses que le Nigeria. Unanimité dans ce studio aujourd'hui. Il n'est pas d'accord avec vous. À vous entendre parler, j'ai l'impression que le Nigeria sur le terrain ne sera là que pour applaudir les Ivoiriens. La réalité sera tout autre. Bonne chance aux aigles du Nigeria. Voilà. Bon, les Super Eagles, évidemment, c'est les aigles. C'est un sacré client, mais au niveau du jeu, on préfère la Côte d'Ivoire. En tout cas, ce match sera retransmis sur RFI. Ça sera dimanche soir avec nos envoyés spéciaux, et il sera suivi d'une émission pour assister au moment de la remise du trophée sur la pelouse des Bimpe. La veille, il y aura eu une petite finale, et l'on pourra aussi suivre ce match sur RFI avec Martin Guez notamment. Martin Guez, le porte-bonheur des Léopards, et ça sera l'autre donc petite finale. Les vuvuzelas sud-africaines. On a eu de la chance, il n'y en avait pas beaucoup dans les stades. On n'a pas perdu l'audition pendant quelques jours dans les stades. Il y a d'autres manifestations et d'autres musiques bien plus jolies et plus amusantes que les vuvuzelas dans les enceintes de Côte d'Ivoire. En tout cas, une occasion de quitter la compétition en beauté. C'est évidemment cette victoire que peut offrir la petite finale. Alors évidemment, on a mis un terme un peu gentillé à cette finale des perdants, parce que ce sont les équipes qui sont éliminées en demi-finale. L'affiche est belle, là aussi, les Bafana sud-africains et les Léopards congolais. Deux équipes qui ont dû évacuer évidemment leur déception, mais l'ambition, c'est quand même de monter sur ce podium imaginaire, Ludovic. Deux équipes qui n'étaient pas au Cameroun
Et moi, je me suis profondément, alors je les ai commentés souvent en plus, ennuyé avec l'Afrique du Sud. Vraiment, c'est une équipe qui m'a profondément ennuyé, qui n'a pas encaissé de but pratiquement pendant 4 matchs et pratiquement 5 même, et qui a ultra défendu, qui n'a pas, j'ai trouvé, proposé grand-chose, qui a été la plupart du temps dominé dans ses matchs contre le Maroc, contre le Cap-Vert, et qui s'en est finalement sorti, alors pour certaines raisons, parce qu'à mon avis, les Marocains ont joué avec le frein à main dans leur séance. Ils ont quand même été durs à cuire face aux Nigériens. Ils ont été très durs à cuire, mais je trouve qu'ils n'ont pas proposé grand-chose, si ce n'est un bloc très resserré, même match. Une défense avec 11 joueurs. C'est eux qui avaient la balle en première mi-temps. Avec 11 joueurs. Franchement, Ludo, je ne sais pas si tu as vu les mêmes matchs que nous, mais franchement... C'est de 1978. Non, c'est pas possible. Ou bien c'est celui de cette canne. L'Afrique du Sud est celle qui... Là, vous parlez d'un match. Non, tous. L'Afrique du Sud est l'équipe qui propose le jeu le plus construit, le plus cohérent de cette compétition. Comme le Cap-Vert. Donc je ne sais pas sur quoi tu te bases, par exemple, effectivement. Contre le Cap-Vert, c'est eux qui ont proposé plus de choses. Ils ont dû faire 2 tirs dans le match. Contre le Maroc, c'est eux qui ont proposé plus. Tu comptes que les tirs. Non, il y a la façon d'évoluer. C'est une équipe qui est calquée sur un club. Derrière ou à 8 derrière. Mais non, pas à 8 derrière. Il récupère le ballon et il le remonte. Il balance pas comme le Nigeria. C'est une équipe. Mais non, Ludo. On dirait que tu connais pas le football. Je suis abasourdi par ce que tu dis. Non, mais franchement, je suis content parce que je suis à côté de toi et tu connais le football. Mais franchement, comment tu peux dire que l'Afrique du Sud ne propose rien? Parce que c'est ce que j'ai vu. Mais non. Après, c'est deux opinions, mais c'est vrai que l'Afrique du Sud, elle n'arrive pas là non plus par hasard. C'est une équipe qui est calquée sur un club qui pratique un football cohérent. Alors que tu n'aimes pas, c'est ton droit, effectivement. Mais dis pas qu'il pratique un football. Je sais pas quel joueur tu ressors, par exemple, de cette équipe. Ne serait-ce que Mokoena est un joueur extraordinaire. C'est vrai que ça aurait pu s'arrêter bien avant. Ils passent au tir au but en quart de finale, ils sont battus au tir au but en demi-finale. Mais il y a des équipes qui sont arrivées en finale de l'Euro ou d'autres compétitions avec les tirs au but. Oui, le Portugal, l'Égypte. Bien sûr, c'est des choses c'était assez ennuyeux d'ailleurs, leur point commun. Non, mais l'Égypte était hyper défensive, je suis d'accord avec vous. Mais l'Afrique du Sud est une équipe qui propose un jeu collectif. Contre le Maroc. Ludo, vous avez réveillé Xavier. Mais contre le Maroc, je comprends pas. Ils se sont fait balader tout le match. Mais ils gagnent parce que Hakimi rate son penalty et qu'à la fin il marque un deuxième but parce qu'il y a 10 Marocains dans la surface de réparation. Mais l'Afrique du Sud a toujours joué. Elle s'est fait piéger par le Mali en match au premier match. On a compris le Nigeria qui a battu bien évidemment le. Rémi, moi je vous demande alors de me parler. Je suis sûr que vous êtes pour les léopards et que vous allez nous parler bien des léopards. Oui, vous savez, je suis même très déçu par les léopards. De leur demi-finale. Oui, je suis. C'est ce que les gens écrivaient beaucoup sur notre page Facebook aujourd'hui. Ils ont raté un match, Rémi, non? Il y a le but de aussi là. Ils sont pas contents. Le problème, c'est que vous ne pouvez pas avoir les Maswaku, les Bakambu, les Kaloulou, les Chancel Mbemba et tout ça. C'est un effectif digne de ce nom qui devait aller loin. Mais franchement, quand vous voyez ce qu'ils ont eu à proposer, et pratiquement, ils n'ont pas été dangereux. Ils ont été pris d'assaut à la gorge par la Côte d'Ivoire. Ils n'ont pas été dangereux. Moi, ça m'a beaucoup déçu parce que, honnêtement, cette équipe de RDC, c'est comme en 2018. En 2018, ils ont fait un an sans perdre. Mais quand on disait qu'ils sont déjà très forts, subitement, ils se sont écroulés. Mais en même temps, on peut dire que le verre est à moitié plein parce qu'il faut quand même se dire que les léopards, qui, il faut le dire, n'étaient pas là. Et d'ailleurs, ils devaient être absents. C'est-à-dire que pendant la phase éliminatoire, ils avaient perdu les 2 premiers matchs. Donc pour moi, c'est une équipe qui est en train de se reconstruire. Des sabres, bel et bien dans là. Le jeu, alors je suis désolé, Xavier va me contredire, mais dans le jeu, moi je trouve qu'ils ont proposé des choses très intéressantes. Peut-être pas en demi-finale, mais dans le jeu, jusqu'en demi-finale, puisqu'a priori, on ne regarde que la demi-finale et on fait une généralité de toute la compétition. Mais à part la demi qui a été ratée, je trouve qu'ils ont proposé un jeu attrayant, grâce notamment à leur sélectionneur, qui est quelqu'un de très intéressant et qui propose vraiment de jouer avec des joueurs qu'on connaît tous, ils sont tous passés par la Ligue 1. C'est pas des joueurs phénoménaux. Mais c'était un football attrayant et moi en tout cas ils m'ont fait plaisir. Non, Frédéric, moi je me projette déjà parce que même Sébastien de Sabre, on nous parle de la Coupe du Monde là, les éliminatoires qui sont lancés et que c'est l'objectif. Mais
Ils sont dans le groupe du Sénégal et ils ont déjà laissé des points en route. Donc ça va être très compliqué pour les Congolais d'aller au mondial. Et certes, c'est une équipe en reconstruction. Le verre est à moitié plein, mais il faut saisir sa chance quand elle est là. Et elle était là en demi-finale contre la Côte d'Ivoire. Oui, malheureusement. Ouais, mais ils sont passés à côté. Oui, c'est vrai. En tout cas, Afrique du Sud, République démocratique du Congo, on ne l'a pas vu en phase de poule. Là, c'est deux équipes qui ne s'étaient pas encore rencontrées. Donc, on va voir ce que ça peut nous proposer. Passionnant, ça va plaire à Xavier. 0-0, puis des tirs au but. On dirait que l'Afrique du Sud, c'est fantastique. Sitolé, tout ça, c'est voilà, Mokpoba qui est vraiment un mec fantastique devant, qui, à mon avis, n'arrive pas à faire 5 jongles. Mais Xavier va me dire que lui, c'est le ballon d'or. Ils ont un sélectionneur, Hugo Bross, qui a déjà gagné la CAN. Je vais te dire pourquoi en étant très défensif. Pourquoi est-ce que Xavier Barré et moi, on va jouer dans la même équipe aujourd'hui? Parce qu'il faut savoir que l'équipe du Cameroun qui gagne justement la CAN, tout comme l'équipe de la France qui gagne la Coupe du Monde, on ne voit pas l'attaquant Olivier Giroud qui marque. Il ne marque pas. En fait, l'Afrique du Sud joue super bien, mais cette fois-ci, il faut reconnaître une chose. Et il joue très bien. Je vais t'expliquer pourquoi est-ce que les gars ne sont pas arrivés là. C'est parce que Motiba est l'avant-centre. Il a été blessé au genou. Et bien évidemment, pour la Coupe du Monde. Tu trouves que l'équipe, tu prends l'équipe de France, tu trouves qu'elle jouait bien pendant la Coupe du Monde? Mais non. Mais attendez, tu ne peux pas dire que cette équipe. On a compris. Et aujourd'hui, tu vois, cette équipe n'est pas portée par une individualité comme en 96. Il y avait Allez, vous n'êtes pas d'accord et je crois qu'on ne vous mettra pas d'accord sur ce sujet. Mais quand même, Rémi, vous voyez qui l'emporter si vous aimez l'Afrique du Sud? C'est elle qui sera 3e? Mon cœur balance, mais j'aurais souhaité que ce soit la RDC, même comme ce serait une très bonne récompense pour Hugo Bross, qui avait déjà donné aussi un trophée au Cameroun. Donc pour moi, lorsque j'essaie de regarder les 2 dernières prestations, je vois que l'Afrique du Sud a mieux joué, mais le Congo, la RDC... Non mais alors, finalement, dites-moi. La RDC, pour moi, est à 52%. Ah, d'accord. Non, moi, les léopards aussi, toujours les francophones, bien sûr. Mais c'est vrai que sur le plan du jeu, je suis curieux de revoir. J'allais dire, moi, j'y connais rien, mais moi, l'Afrique du Sud, j'ai trouvé tellement extraordinaire pendant cette compétition que ça s'arrange. Je vois pas pourquoi l'RDC se présenterait sur le terrain. Non, mais alors, face à une équipe qui joue comme le Real Madrid. Je vous demande qui va être 3e. Non, moi, j'aimerais bien la RDC. Oui, bon, d'accord. C'est juste. Et nos auditeurs, Frédéric, ils sont auditeurs, évidemment à fond RDC, j'imagine. Oui, il y a des drapeaux. Ils l'ont déjà beaucoup écrit sur notre page Facebook et ils étaient très, très déçus que la RDC ne soit pas en finale. Oui, un peu sur l'arbitrage de la demi-finale. Oui. Le but refusé à Bakambu. Donc voilà pour ce qui est de ce match qui sera lui aussi retransmis. Et ça sera sur la pelouse du stade Félicia d'Abidjan à 20h temps universel, 21h heure de Paris pour ce qui est des 2 matchs. On continue et puis on va revenir en Europe quand même. Parce que ça fait longtemps qu'on a délaissé ces championnats et on va vers l'Espagne. La mejor liga del mundo. Encarando la portería del Levante para cruzar ese balón y marcar el segundo gol. Ce sera encore un choc entre madrilènes et catalans. Mais le match qui pourrait être le tournant de ce championnat d'Espagne n'est pas un Real Barça. Et non, il y a d'autres équipes désormais en Catalogne qui font de la concurrence au Barça. Le premier du championnat contre le deuxième, eh bien, ça donne Real Madrid contre Girona. Et 2 points séparent ces équipes pour l'instant. Alors cette petite ville au nord de Barcelone a une équipe incroyable. Depuis le début de saison, on est un peu étonné de voir qu'elle tient tête à tout le monde et surtout qu'elle résiste. Elle a une seule défaite, c'est-à-dire qu'elle n'en a pas plus que le Real Madrid. Elle est 2 points derrière, alors que le Barça, par exemple, il est 3e, mais avec 3 défaites et 6 points en moins, ou l'Atlético Madrid, 8 points derrière et déjà 5 défaites. Est-ce que, Ludovic Duchesne, ce Real Madrid-Girona, c'est la 24e journée de championnat. La route est encore un peu longue, mais est-ce que pour vous, ça peut être le tournant de ce championnat? Ouais, c'est ce qu'a dit Ancelotti d'ailleurs. Pour moi, non. Je pense que ça l'est plus pour Girona. Je pense que si le Real Madrid venait à gagner, là, je vois mal Girona résister derrière et à 5 points revenir. Je pense que le Real ne lâcherait plus les commandes du championnat. Si l'équipe catalane s'impose, je pense que ça va se jouer jusqu'au bout. Mais si le Real arrive à s'imposer, le match est à 18h30 d'ailleurs,
Samedi soir, singularité. C'est pour pouvoir regarder la petite finale et la finale de la Bravo, alors qu'il y a un autre match d'ailleurs, mais eux ne seront pas concernés. Mais non, mais je pense que ça a plus d'intérêt pour Gérone. Le Real Madrid, s'ils arrivaient à s'imposer, comme on peut penser, ils avaient gagné 3-0 au match aller. Hein. C'était imposé 3-0 face à cette équipe. Et chez eux en plus. Mais cette équipe, elle est exceptionnelle parce que, tu l'as dit, ils ont perdu un match. En fait, ils ont perdu aussi récemment en Coupe d'Espagne. Mais enfin, ils font une saison, historiquement, faudrait regarder des équipes qui surprennent comme ça et qui vont au bout. C'est assez rare quand même. Xavier, cette équipe de Girona, en même temps, on a du mal à citer le nom d'un joueur, on a du mal à citer le nom de l'entraîneur. C'est une équipe qui avance un peu, alors je dirais pas masquée, hein, c'est pas Osimhen, mais ils ont le meilleur buteur hein, quand même, oui, en plus. comme Jude Bellingham, le Madrilène, l'Ukrainien Dovbyk, 14 buts. C'est d'ailleurs ces deux Ukrainiens qu'ils ont pris cet été, puisqu'ils étaient, je crois, au Shakhtar Donetsk, au Dynamo de Kiev, et qu'ils se retrouvaient dans l'incapacité de jouer, en gros. Donc Tsiankov et Dovbyk, qui apportent beaucoup. Moi, je me souviens avoir commenté leur premier match de la saison, je crois que c'était à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad. Ils sont bousculés, et ils font rentrer Tsiankov et Dovbyk, et les deux combinent, se trouvent les yeux fermés, et ils égalisent. Et ils font match nul à Saint-Sébastien contre la Real Sociedad. Donc, c'est une équipe qui, effectivement, a pu se renforcer intelligemment, qui ne joue que le championnat d'Espagne, enfin qui n'est pas sur la scène européenne, contrairement à la Real Sociedad, contrairement au Real Madrid, à l'Atlético, au Barça. Donc, ils peuvent se concentrer sur le championnat et effectivement, ils réussissent un parcours tout à fait incroyable. Maintenant, je me souviens du match aller, on avait déjà eu ce débat dans Radio Foot avant le match aller. J'espérais qu'à Gérone, dans ce petit stade très très chaud, le Real trébuche et le Real a gagné 3-0. Donc, je vois mal Gérone maintenir le suspense longtemps et je pense que le Real sera champion. Malheureusement. Rémi, je suis sûr que vous êtes d'accord avec Xavier, encore une fois. Le Real Madrid, est-ce que, effectivement, alors là, par contre, ça serait peut-être un tournant, pas pour le championnat, mais un tournant pour le Real, c'est-à-dire prendre le large. Oui, mais je peux dire que le Real sera champion. C'est possible. On enregistre, hein, Rémi. Mais ce match est très inquiétant. Parce que pour la première fois, le Real Madrid va jouer sans un défenseur central. Parce que non seulement nous avons... Des blessés, des malades. Voilà, vous n'avez pas Militao. Rudiger est incertain. Nacho, c'est un central. Nacho est incertain également aussi. Il ne s'est pas entraîné hier. Oui, ça risque d'être Kamavinga, défenseur central. Donc, là maintenant, c'est peut-être le Tchouaméni qui reviendrait pour être défenseur central avec Carvajal. Tchouaméni, Kamavinga, hein, la double. Cette équipe de Girone travaille beaucoup sur les balles en profondeur et surtout sur le plan aérien. Et là, il y aura un déficit parce que quand vous avez Carvajal à la défense centrale, et après Lucas Vazquez, il a à peu près ma taille. Donc, ne regardez pas la chaise. Voilà. Donc, nous sommes dans la catégorie pygmée. Alors, vous allez jouer avec les Golgoth, mais ce sera compliqué. Donc, il faudrait que le Real confisque la balle. Et actuellement, au niveau du milieu de terrain, quand vous faites reculer, aujourd'hui, Kroos a beaucoup joué. Trop joué même. Je crois qu'il est déjà à 1700 minutes. Et c'est déjà beaucoup pour lui. Il ne s'est pas beaucoup reposé. Et on s'est dit quand même que cette équipe de Real travaille aussi beaucoup au niveau du milieu de terrain. Donc, le Real, à la perte de balle, aura de sérieuses difficultés. Et puis, on ne sait même pas si Vinicius pourrait être apte. C'est vrai qu'il s'est entraîné avec presque un demi-pied. Va-t-il jouer? Et nous avons aussi, par exemple, aujourd'hui, Rodrigo, qui, depuis 600 minutes, n'a pas marqué de but. Donc, pour moi, je ne vais pas beaucoup changer. Mais j'essaie tout simplement vous expliquer, vous allez le perdre. Riron ne va pas gagner le Real. Le Real peut peut-être s'en sortir avec un match supporter du Real. Non, mais c'est annonce qu'ils vont perdre. Non, le Real Madrid ne perd pas. Avec Riron mange les petits poissons et consort de Barça et consort. Mais il y a un proverbe africain qui dit le poisson mange le poisson, mais le héron mange les deux. Et Youssouf Bamba qui nous dit il faut que Gérone gagne ce match pour que la course au titre soit passionnante jusqu'au bout. Une équipe qui donne vraiment du plaisir, nous dit Robson, et il voit le Real tomber. Défaite 2-1. Oula, c'est un Barcelonais celui-là, Rémi. Rémi, je vous dis, il reçoit des lettres comme ça d'auditeurs qui lui envoient l'autre jour, Rémi. Alors, c'était une photo de Messi avec écrit tout autour pourquoi Messi est le meilleur du monde. Les gars, ils achètent des enveloppes. Ils postent uniquement pour m'envoyer des copies de journaux de Messi. C'est hallucinant. Et dès que je vois une certaine couleur d'enveloppe qui est souvent rouge là, quand Ali me
remets, j'ai dit, tu gardes d'abord ça. Je sais ce qu'il y a. Et il la laisse dans le bureau d'ailleurs. Mais bon, il la lit quand même. Allez, on va continuer dans Radio Foot International et dans ce Café des Sports. Et on va vers la session des cartons. Carton jaune. Un carton là. Qui sort un carton jaune. Ouh là 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 là, carton rouge. Carton rouge. Dans la confusion. Carton vert. Extraordinaire. Rien à dire. Les cartons du jour sélectionnés par David Finzel et on va voir si il n'y a que la CAN qui vous a intéressé. International. Nous sommes en finale. C'est Jean-Michel Kouakou depuis Boaké. Oui, nous sommes en finale. La Côte d'Ivoire est en finale et bien évidemment, nous sommes heureux. Oui, Radio Foot International, on donne un gros cadeau vert à toute l'équipe nationale de la Côte d'Ivoire. Oui. Alors ça. Bonjour, bonsoir. Je m'appelle Émile. Je suis Togolais vivant au Nigeria. Je donne un carton vert aux Super Girls du Nigeria. Bonne émission. Merci. Bonjour équipe de Café de Sport. C'est Rosine Witandaï depuis la RDC. J'adresse un carton vert aux léopards de la RDC pour leur magnifique parcours durant cette CAN. La compétition n'aurait pas été pareille sans eux. Merci de nous avoir fait rêver. On espère demain une victoire contre l'Afrique du Sud. Sans oublier qu'il y a un génocide à l'est de la RDC. Bon Café de Sport à tous. Bonsoir Radio Foot, c'est Aliou Hameli depuis Nouadhibou en Mauritanie. Carton vert à l'équipe nationale de la Mauritanie qui a fait une très belle prestation durant la CAN 2023 en Côte d'Ivoire. Vraiment, ils ont marqué l'histoire du football de la Mauritanie et ils ont gardé la tête haute. Bonne émission de Radio Foot. Salut le Café des Sports, ici Oumar Barou depuis le Sénégal. J'attribue un carton bien rouge à beaucoup de nos compatriotes qui se sont permis de huer le coach Aliou Cissé à son retour à l'aéroport de Dakar. N'oubliez pas qu'avec Aliou Cissé, le Sénégal a remporté la seule Coupe d'Afrique de son histoire. Comme dit un proverbe africain, il ne faut jamais repousser du pied la pirogue qui t'a mené sur la berge. Salut Café des Sports, je vais mon œil sur Congo-Brazzaville. Je donne un carton vert à la Jordanie pour avoir battu la Corée du Sud 2-0 et elle s'est qualifiée pour la première fois de son histoire en finale de la Coupe d'Asie. La Jordanie, je vous donne un carton vert et bon Café des Sports. Moi, c'est je vous appelle de Londres. Aujourd'hui, on a gagné Emirates. Aujourd'hui, on a gagné Liverpool. 3 buts. Carton vert. Merci et puis bonne émission. Bonjour Radio Foot. Bonjour à tout le monde. Moi, c'est Jeanne Patrick depuis le Cameroun. J'adore mon carton. Il est vert. Il est vert comme la forêt des Beaux à Monsieur Sekou Fofana. Merci. Bonsoir Café des Sports ainsi que tous ces chroniqueurs. C'est Diallo Alpha Rabia de la Guinée à Dakar. Pour cette fin de semaine, j'ai un carton vert destiné aux éléphants de la Côte d'Ivoire qui ont accepté la défaite et du coup ils gagnent. Ils ont confiance en eux de manière spontanée parce qu'ils ont chassé les lions. Ils ont même mangé des lions. Ils ont chassé les léopards et les aigles. Du coup, place à la finale. Bon sens. C'est pourquoi il y a un proverbe africain qui dit qui avale une noix de coco a plus de confiance à son anis. Bon week-end. Salut Radio Foot, je suis Kolani depuis Lomé. Je donne un carton vert au football africain qui a progressé, qui est arrivé à un niveau exceptionnel. Nous vivons une CAN très passionnante avec des matchs de très haut niveau. Bravo au football africain. Bonne émission à vous. Je vous aime. Bon ben, ils aiment la CAN, en tout cas, nos auditeurs, il n'y a rien à dire. Hein. Merci à Roselyne, la Congolaise, qui nous a envoyé son carton. On veut toujours plein de filles, alors n'hésitez pas, les filles qui aiment le foot. On a vu aussi le coup de marteau au départ, parce que quand on était à Abidjan, on l'a beaucoup entendu, ce coup de marteau partout, et on a vu les gens danser surtout. Et puis pour ce qui est de la Mauritanie, eh bien oui, la prestation est tellement bonne que ces dernières heures, Amir Abdou, le sélectionneur, a été maintenu et prolongé à son poste. Allez, on y va pour les cartons. Et ben, je vais prendre la main parce que nous, on voulait juste mettre un carton vert à un certain Denis Chastel, le régisseur en chef de RFI, qui terminera dimanche sa 20e CAN, mais c'est la dernière. Et notre trophée, il n'est pas doré, Denis, mais il est vert. Denis Chastel. Quelle est votre équipe favorite en Afrique ? Moi, j'ai pour habitude d'aimer être entouré par des gens qui ont le sourire et de bonne humeur, alors je soutiens l'équipe du pays organisateur. Tant mieux. Voilà, comme ça, il ne se fait pas lyncher quand il sort dans la rue, Denis Chastel. Allez, prochain carton, on va rester dans la CAN. Ludovic Duchesne.
Moi, c'est Sébastien Haller, donc carton vert, parce que c'est quelqu'un que je connais bien, que j'ai interviewé plusieurs fois, que j'ai rencontré plusieurs fois, et il est revenu de tout, et surtout de la maladie. Et là, il revient de blessures, et il faut voir comment à chaque fois il est capable de revenir. C'est un garçon qui a un mental, à mon avis, d'athlète de très très haut niveau, et qui est surtout un mec bien, c'est ce que je voulais dire, après l'avoir rencontré à plusieurs reprises. C'est vraiment quelqu'un de gentil, de simple et de sympa. Et quand on est une star comme lui, je trouve qu'il mérite d'être mis en valeur. Et j'espère qu'il fera une grande finale et qu'il marquera. Rémi, vous aussi, tonalité Cannes. Oui, un carton vert. Simon Adringa. Voilà un gars exceptionnel dont on ne parle pas, mais qui a eu un parcours de combattant. Parce qu'il faut se dire que le gars en Côte d'Ivoire, il joue dans la rue. Et finalement, quelqu'un vient se présenter à son père pour dire « Je t'amène au Bénin dans une académie ». On escroque à son père 300 €. Il arrive au Bénin, il n'y a pas d'académie. Et là, voilà qu'il se retrouve dans la rue. Et pour survivre, parce qu'il voulait rentrer en Côte d'Ivoire, il se met à laver les assiettes dans un restaurant. Et c'est là où quelqu'un va le découvrir aussi dans la rue un beau matin comme ça, va lui dire « Qu'est-ce que vous faites ici? Vous, Ivoirien ». Il avait 12 ans. Il dit « Je voudrais rentrer en Côte d'Ivoire, je fais du football ». Il lui dit « Je t'envoie maintenant, j'ai vu sur Internet qu'il y avait un petit truc d'académie au niveau du Ghana ». Il s'en va au Ghana et c'est là où on le découvre. Aujourd'hui, le voilà qui se retrouve dans une équipe de Côte d'Ivoire, un grand professionnel et qui marque, comme le dit un proverbe africain, une petite lampe finit par briller même dans un temple. Bon Frédéric, on va sortir de la Cannes avec vous. Ah oui, puis c'est moins drôle, moi c'est un carton rouge. Hein. Ça ne vous ressemble pas, mais ça peut arriver. Non, mais pas spécifiquement pour Lionel Messi, il a le droit d'être blessé, et c'était sans doute le cas. Pas forcément pour David Beckham, le patron du club. L'Inter Miami qui est en tournée en Asie. Ils devaient jouer un match, ils ont joué un match contre Hong Kong et les gens, les spectateurs, 38 000 spectateurs avaient acheté leurs billets, minimum $500. 120, 200, 300, $500, tout ça pour voir la star Lionel Messi, championne du monde. Mais bon, il n'est pas entré sur le terrain. Ils ont sifflé, comme les supporters parisiens. Ils ont sifflé les joueurs, ils les ont conspués. Enfin, ça a terminé dans une atmosphère vraiment qui n'avait rien à voir avec ce qu'on pouvait attendre de ce bande organisée. Bon, bah, on est surtout dans le football business, c'est-à-dire qu'on va s'exhiber. Puis si alors on il y avait un autre match au Japon contre Kobe. Là, il est rentré, il a joué une vingtaine de minutes en marchant. Mais bon, ça, il s'est fait. Ça, on est habitué. Ça a été la même chose en Arabie Double carton rouge, on dirait. Xavier, à vous pour terminer. Donc il y a un auditeur qui a parlé de la Coupe d'Asie et qui a attribué un carton vert à la Jordanie, qui va jouer effectivement demain la finale de la Coupe d'Asie pour la première fois de son histoire. Mais on sait que vous avez 4 yeux et que vous l'avez suivi Qatar. aussi. Oui. Et donc, moi, je vais donner un carton vert au Qatar parce qu'on a beaucoup dit du mal du Qatar au niveau de l'organisation, du respect des droits de l'homme, etc. Et c'était effectivement souvent justifié. Mais moi, je voudrais parler du foot, des prestations sportives, parce que cette équipe, on disait, qui était faite juste pour gagner, pour jouer la Coupe du Monde, en fait, elle est championne d'Asie et elle va défendre son titre demain. Et que cette équipe, avec notamment 2 très bons attaquants, Akram Afif et Almoez Ali, finalement, elle a une certaine consistance. Et quand on regarde la fiche de cette finale de la Coupe d'Asie, c'est le seul premier de groupe à être au rendez-vous, puisque la Jordanie, elle, était seulement 3e de groupe. Donc, comme à la finale de la Cannes, on retrouve à la finale de la Coupe d'Asie un premier de groupe contre un 3e. Bon, oui, qu'elle allait nous dire comme le dit un proverbe africain. Même pas un proverbe français, non plus. C'est la fin de ce Café des Sports, messieurs. Allez, un petit pronostic pour la finale. 2-1 pour la Côte d'Ivoire. Ludovic. Un partout, tir au but. Oula. Et Nigeria qui gagne. Ça va être encore un scénario de fou. Rémi. 3-1 pour la Côte d'Ivoire. Avec des buts de Sébastien Haller, j'imagine. Frédéric. Nigeria, 2-1. Bon, bah, voilà, c'est équilibré, 2-2. Hier, ils étaient très pro-Nigeria aussi dans le studio hier soir. Donc, eh bien, on aura la réponse lundi. On vous donne rendez-vous lundi dans Radio Foot International. Merci à tous, bon week-end et à la semaine prochaine.